Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment ça va ? Bonjour Maïe Kanafi, je vais bien et toi ? Ça va très très bien. Est-ce que tu as fait tes gammes ? Est-ce que tu as bu du miel ? Tu es dans un run de podcast éreintant cette semaine. Je suis en tournée dans toute la France. Ouais, ça se passe bien ? Bah oui, c'est pas moi qui parle le plus souvent, donc je fais parler les gens, comme on dit. Tel Passy et le Bisson d'Abisso. Tu fais salle comble ? Je fais salle comble, oui, une salle de 4 places. Bientôt le RC. Non, c'est vrai on vous propose en ce moment quand même pas mal de podcasts. Le fameux Third Strike EX sur Elden Ring arrive, ne vous inquiétez pas, c'est pour la semaine prochaine. Semaine dernière, un Third Strike et puis d'autres petites surprises. Mais il est l'heure aujourd'hui pour le Red Alert. Et au sommaire de cette émission, on va s'intéresser à un sujet qui est transversal. Il sera question de lignes éditoriales dans les studios de jeux vidéo. Et comme point d'appui à cette réflexion, en fait, on va se pencher sur le studio Housemarque et son dernier jeu en date, Returnal. Un jeu qui refait quand même pas mal parler de lui en ce moment. Et dans la seconde partie de l'émission, on va rester sur ce même sujet, la ligne édito. Et en fait, on va essayer de l'illustrer par de nombreux exemples et essayer de voir en fait quels sont les studios ou les créateurs qui poussent cette logique au maximum. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission d'il y a 15 jours dans laquelle nous vous parlions de Sonic 2, le film, et c'est même un retour sur le Strike diffusé il y a 2 jours et dans lequel Ken vous parlait du film. Et donc encore une fois on va se retrouver avec du jeu vidéo sur grand écran au cinéma avec une nouvelle licence Sega. Des rumeurs parlent de Streets of Rage en film, donc après Sonic 1, Sonic 2, Sega a senti le bon filon. Ouais, sur la licence qu'on n'aurait pas, c'est pas celle qu'on aurait imaginé, je pense, la plus mise en avant dans ce process. C'est sûr. Sachant que Double Dragon a été fait au cinéma il y a moult de temps. C'est ça. Yakuza serait en projet aussi, donc il a déjà été adapté par Takashi Miike en 2007, mais donc une rumeur rapportée par Variety en septembre 2020, c'est plutôt récent, ça a quand même 2 ans, comme quoi Yakuza serait en projet, donc Sega encore une fois, qui travaille la licence, qui travaille ses IP pour les faire un petit peu fructifier, faire de la maille, quoi. Faire de la maille. Ce projet Street of Rage, en fait, il est pas mené par n'importe qui. Je me suis moqué quand les news ont annoncé c'est quelqu'un de chez John Wick qui va le faire. C'est Derek Kolstad qui est quand même le scénariste et le créateur de John Wick. Donc, bon, aucune garantie, mais bon, c'est quand même un grand nom derrière. Oui, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, 80% des projets hollywoodiens annoncés, il y a un mec qui a bossé sur John Wick qui est impliqué dedans. Donc, soit c'est les réals, soit c'est le cascadeur, soit c'est le scénariste. Et si on pousse un petit peu plus, ce Street of Rage, en fait, devrait être une production DJ2 Entertainment, une société de production qui ne nous est pas inconnue, parce qu'ils ont produit Sonic 1 le film, Sonic 2 le film, c'est eux qui ont beaucoup de projets autour du cinéma. C'est eux qui sont sur le dos de It Takes Two, le film. C'est eux qui sont sur le dos de la production de Tomb Raider, la série en animé sur Netflix. C'est eux qui sont sur le dos sur Life is Strange, la série live. C'est eux qui sont sur le dos de Disco Elysium, la série live. C'est eux qui sont sur le dos sur la série sur le film live Sleeping Dogs, Little Nightmare en série, et même My Friend Pedro, un film de 30 minutes. Tout ça, c'est DJ2 Productions. Donc, ils ont eux aussi, comme Sega, senti le truc. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce qui se murmure un peu à Hollywood, c'est que après cette vague de super-héros qu'on connaît actuellement, le nouveau cool, ça sera les adaptations de jeux vidéo en film. C'est déjà le cas avec Sonic 2, Uncharted et tout, qui marche plutôt bien. Ouais. Donc là, on est peut-être dans cette phase de transition, à voir. Mais en tout cas, eux, ils ont senti le truc venir et ils se sont positionnés, quoi. On termine sur les rumeurs avec une autre rumeur, comme quoi DJ2 et Amazon auraient signé sur Street of Rage 2, et peut-être un film en streaming, un film en salle, on sait pas. Il y aurait des bruits de couloir sur cet accord. Peut-être un dernier mot, c'est que, dans l'actu toujours, c'est que Street of Rage 4, le jeu, sort du Game Pass le 30 avril, donc tant qu'on est à parler de Street of Rage, si vous avez encore quelques jours pour le faire. Si comme moi, vous ne l'avez pas encore fini. Voilà, c'est peut-être l'occasion. Un autre retour sur, je crois, Nico, tu voulais nous parler de Xeno 3. Tout à fait, parce qu'on avait fait un top 3, rappelle-toi, il y a quelques semaines sur notre top des jeux qu'on imaginait être repoussés à l'année prochaine. Et j'avais évidemment, dans ma grande sagesse, prophétisé que Xenoblade 3 ferait partie de cette liste. Alors pour le coup, il a été décalé, mais avancé en fait de 2 mois. Donc voilà, tu vois, je savais qu'il se passait un truc, je sentais qu'il se tramait quelque chose. T'as senti une perturbation dans la force, mais t'as pas capté le sens. C'est ça, voilà, j'étais un peu à l'heure d'été et voilà, j'ai pas compris, quoi. Donc voilà, pour dire que on se moque de nous-mêmes, évidemment. Dans les top 3, c'est toujours un peu
Donc Xeno fin juillet, bonne nouvelle pour Damien. Pour Damien et pour pas mal de monde. Ah oui, carrément. Voilà pour les retours sur Est-ce que tu es chaud pour le cœur et le corps de l'émission. On va parler des lignes éditoriales dans les studios de jeux vidéo. Je suis chaud d'autant plus que je viens un peu en tongue aujourd'hui, enfin pas littéralement, mais parce que c'est toi qui t'es occupé de toute l'émission, donc je me laisse porter. Et là du coup voilà, tu me laisses les clés. Moi je parle de Returnal parce que c'est important. Voilà. Non mais t'as quand même trouvé une excuse, hein. T'as été malin. C'est pas une excuse. Returnal fait parler de lui en ce moment. Et pourquoi il fait parler? Fin 2021, il a pas été désigné comme jeu de l'année lors de la cérémonie des Game Awards, donc une cérémonie qui est américaine et qui est organisée par le Canadien, je précise, Geoff Keighley. Mais il a été élu GOTY par les BAFTA le mois dernier, donc c'est récent, on est dans l'actu, hein, laissez-moi tranquille, c'est les Red Alert. Les BAFTA, c'est une cérémonie anglaise qui récompense les meilleurs films, les meilleures séries, mais aussi les jeux vidéo. Et Returnal et son studio Housemarque sont repartis avec 4 récompenses: meilleur jeu, meilleur audio, meilleure bande-son de Bobby Clark et meilleure performance pour Jane Perry dans le rôle de Selene. Depuis, les joueurs et les observateurs ils se sont questionnés sur ce retour dans l'actualité de Returnal. On a même pu lire l'étonnement de certains sur ce jeu et son studio. D'où sort ce titre? Comment ça se fait qu'il rafle tout alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant? Entre guillemets, jamais entendu parler avant, au moins jamais avant la sortie de Returnal. Returnal, ça reste un grand jeu de 2021. Puis ils sont surtout pas écouté ton Red Alert sur le sujet, quoi. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais bon, on a pu entendre un petit peu, voilà, des sons résonner sur qu'est-ce que c'est que ces récompenses, pourquoi. Oui, c'est vrai que c'est un outsider, ou dans le sens où ça vient pas d'un studio AAA, voilà, c'est pas forcément le profil qu'on imaginait pour le GOTY, pour les BAFTA, d'autant plus que les BAFTA, c'est quelque chose qui est assez prestigieux. Carrément. Et qui a une aura, pas l'équivalent des Oscars non plus, mais qui a une aura assez arty, assez classe, quoi. Ouais, bon, des questionnements qui sont peut-être légitimes, hein, car on peut pas suivre tous les jeux, tous les studios. Néanmoins, quand on a la chance de connaître Housemarque, son retour en grâce est loin d'être une anomalie. Et si on reprend le CV du studio, on peut constater que chaque jeu a apporté une pierre de plus à la logique du studio. Housemarque, depuis ses débuts, creuse un sillon unique, il s'en détache pas. Il peaufine, il perfectionne leur savoir-faire, jeu après jeu, un savoir-faire qu'on pourrait, je pense, comparer à une ligne éditoriale. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, petit rappel, une ligne édito, c'est ce qui va définir l'identité d'un média, un journal, une maison d'édition comme Third, mais aussi peut-être un éditeur de jeux, un studio, ou même un constructeur. On s'est amusé il y a quelques semaines à parler peut-être de ligne éditoriale sur les abonnements. Est-ce que chacun des constructeurs avait une ligne édito dans ses abonnements? Donc on peut un peu appliquer cette grille de lecture à tout. Bon, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de se pencher sur Housemarque, son histoire et ses jeux, afin de constater ensemble, de voir que Returnal, il est pas né de rien, comme ça, d'une idée de génie. Bien, il y a une logique qui a été façonnée depuis de très nombreuses années. Nico, t'es chaud pour cette plongée dans l'histoire de Housemarque? Évidemment. Est-ce que tu t'aimes bien les jeux Housemarque au global, ou est-ce que tu penses que tu vas découvrir des jeux? Alors je pense que je vais découvrir parce que je n'ai pas joué à beaucoup de leurs jeux, mais je les ai suivis un peu par procuration, par ta passion pour Housemarque qui ne date pas d'hier, donc je te voyais te mettre à kiffer ces titres-là depuis un petit moment. Donc, on a un coup de cœur commun, on va en parler bien sûr. En 2 mots, avant d'attaquer sur les jeux, on va juste resituer un petit peu Housemarque. Et on dit Housemarque et pas Housemarque, arrêtez de vous la raconter. C'est vraiment... Moi je dis ça, mais c'est les créateurs, eux, donc ils disent Housemarque. Oui, parce que c'est pas des Anglais, quoi. C'est une société finlandaise qui a été fondée en 1995 à Helsinki et qui est née de la fusion de 2 studios créés par Ari Tikkanen et Hilari Kuitinen, en fait, qui sont respectivement les créateurs de Bloodhouse et Terramarque, ce qui a donné la fusion, donc Housemarque, Bloodhouse, Terramarque, Housemarque, génie. C'est beau, on dirait que c'est fait exprès. Ils ont taffé sur le branding. Bon, les premiers jeux, en fait, c'est Stardust et Super Stardust. C'est 2 titres qui ont été créés à l'époque de la société Bloodhouse seule, sur Amiga et Amiga ST en 93 et 94, ça date à tout ça. Et en fait, à 96, ils vont reprendre Super Stardust pour DOS en tant que Housemarque, cette fois. Et donc, Stardust et Super Stardust, c'est 2 shooters très colorés, vus de dessus. Ça semble se jouer comme des twin stick shooters, mais la jouabilité double stick, ça n'existait pas à l'époque. Donc, tu peux juste tirer seulement vers où ton vaisseau pointe. Ouais, ça n'existait pas. La DualShock, c'est 97. Exactement. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est marrant, quand tu regardes des vidéos aujourd'hui, t'as vraiment l'impression que c'est un double stick, enfin un twin stick shooter, alors que pas du tout. Bon, pendant 10 ans, Housemarque, ils vont faire de la presta, ils vont bosser sur des portages et des petits jeux pour un grand nombre d'éditeurs, Take-Two, Microsoft, Nokia, Infogrames. C'est le commun de beaucoup de studios, ça, de faire un peu de la presta et des portages. Mais ressortir Nokia, là, c'est marrant, quand même. Ils ont bossé pour la Gizmondo
Ils ont bossé pour un jeu N-Gage et ils ont fait un jeu Narnia. Donc c'est pour te dire... Bon, ils ont fait ça jusqu'en 2007, date à laquelle ils vont sortir Super Stardust HD en démat sur PS3. Et comme on peut déjà le constater, tu vois, ils lâchent pas l'affaire avec cette série. C'est une sortie PS3 qui pour eux une aubaine de déployer enfin un gameplay de stick, le fameux twin stick shooter. Et en fait, cette envie de poursuivre avec la série, elle est pas innocente. Et ce Super Stardust HD, ça sonne vraiment comme le vrai départ de la griffe Housemarque. Et donc ce Super Stardust HD, en fait, c'est le début de la romance aussi avec Sony. Housemarque, ils feront quelques incartades, tu vois, avec d'autres éditeurs comme Activision pour 2 jeux, de la Presta encore, et Ubisoft, l'incroyable Outland, mais on va en reparler. Et hormis ces petites infidélités, ça sera le grand amour avec Sony jusqu'au mariage en 2021, quand Housemarque rejoindra les studios Sony sous la direction de Herman Hulst. Mais bon, là, je vais un peu vite, on est encore dans les années... on n'y est pas encore. Donc on va parler de Super Stardust HD. Donc c'est la suite de Stardust et Super Stardust. On voit qu'au niveau des titres et des noms des jeux, ils sont pointus. Un peu l'école Capcom quand même. C'est un peu ça. En fait, sous la forme HD du jeu. Et donc en fait, c'est à ce moment que le titre il va trouver sa direction artistique qui fera date et qui fera en fait une sorte de signature. Donc on a du fluo, on a des néons, des boulets d'énergie façon bullet hell ou manic shooter, comme on a pu le connaître avec des jeux comme Dodonpachi. Évidemment. Ouais, Dodonpachi, t'adores les manic shooters. Et donc avec ce Super Stardust HD, on peut commencer à dessiner le profil des jeux. En fait, c'est ce qu'on va faire à chaque titre, un petit peu un portrait robot, pour vous dire les points marquants du titre. Et est-ce que ça va vous rappeler un autre jeu, le fameux Returnal? Le mystère complet. Super Stardust HD, qu'est-ce qu'on retient? On retient un shoot énergique, massif, avec beaucoup de boulettes, une direction artistique très fluo, très lumineuse, avec beaucoup de néons. Voilà les éléments clés qu'il faut retenir pour ce premier jeu. Est-ce que déjà, ça te rappelle quelque chose? Est-ce que déjà, il y a une petite pointe de Returnal là-dedans? Ouais, carrément. Et c'est ça qui est cool, c'est de voir qu'ils avaient déjà quelques idées bien établies. Mais Super Stardust HD avait fait un petit bruit à l'époque. Alors, j'imagine pas que ça a été un succès tonitruant non plus, mais il a fait parler de lui et il avait quand même pas mal plu. Ouais, il y a eu un portage Vita, il y a eu un portage portable, il s'appelait Super Stardust portable, je crois. Enfin, il y a eu, ils ont vraiment décliné. Allez, on passe en 2010, toujours avec Sony, avec le jeu qui s'appelle Dead Nation, qui est disponible en démat uniquement. Alors, beaucoup de jeux vont d'ailleurs être développés uniquement sur les plateformes dématérialisées. En fait, à cette époque, c'était la popularisation, c'est dur à dire, du PSN et du Xbox Live Arcade. Alors, c'était génial, ça permettait un petit peu à des plus petits jeux de sortir, à des studios d'exister, mais ça va aussi nourrir en fait une petite frustration pour les développeurs, pour Housemarque, tu vois, l'envie de publier un gros jeu avec un support marketing important et surtout une sortie physique. Ils vont l'attendre, ça sera évidemment Returnal qui va être le gros truc, mais tu comprends un peu cette envie de dire bon, le démat c'est cool, ça nous permet d'exister, mais non, on veut être à la Fnac, tu vois. Ouais, mais ça montre que la persévérance paye au final, quoi. Ils ont creusé leur sillon petit à petit. T'en as un bon souvenir, toi, du XBLA, tout ça? Alors nous, en tant que consoleux, c'était Bread, les premiers titres indés. Ouais, c'était un peu la révolution, pouvoir télécharger des jeux qu'on payait sur un store en ligne. Enfin, ça date, ça à l'époque, on n'était pas du tout dans l'économie d'aujourd'hui, quoi, là-dessus. Mais oui, ça nous a un peu ouvert l'esprit, ça nous a fait découvrir des créateurs et des concepts qui étaient peut-être plus modestes par leur ampleur, mais super ambitieux en termes d'idées, quoi. Donc pour nous consoleux, c'était quelque chose. Ouais, je me rappelle qu'on était, c'était une période, sans dire une période dorée, mais c'était une bonne manière de kiffer le jeu vidéo, quoi. Inside, tout ça, tous ces jeux indés qui ont fait date. Bon, on va reparler de Dead Nation. Alors c'est un shooter encore, étonnant, mais dans lequel on ne dirige pas un vaisseau, mais un homme ou une femme qui sont perdus dans un monde en proie à une épidémie zombie. Alors c'est un jeu de scoring très très arcade, mais malgré tout avec un mode solo. Alors ce qu'on peut souligner d'emblée, c'est ici l'envie du studio d'inclure de la narration, un petit peu, une histoire rapide et surtout un contexte au sein d'une expérience qui est purement arcade. Et Dead Nation, ça reste néanmoins un gros jeu arcade avec 5 niveaux de difficulté, dans lequel plus le niveau de difficulté élevé, plus les points que tu vas gagner est important. Il y a le point de vue de la caméra en fait qui est adopté, qui change un petit peu. En fait, Super Stardust, c'était une point de vue caméra zénitale qui était au-dessus. Là, on est sur une sorte de 3D ISO, mais un petit peu légère car ça se joue toujours avec 2 sticks. Et dans Dead Nation, en plus de shooter, tu te déplaces simultanément, tu peux sprinter, un court instant, une sorte de dash, et t'as une arme de corps. Tiens, ça m'évoque certaines choses. Un truc intéressant aussi avec Dead Nation, c'est qu'il y a un petit aspect customisation en fait entre chaque niveau. Il est possible d'acheter des armes, des équipements dans un shop, ça c'est plutôt classique. Mais ce qu'il est moins en fait, c'est que l'argent nécessaire pour ces emplettes s'amasse grâce à un coefficient multiplicateur et chaque ennemi abattu, le coefficient monte et il retombe à 0 quand t'es tué. Tiens, encore une fois. Alors ce qu'on retient
Comme pour Super Stardust HD, on va retenir quelques points de Dead Nation, un coefficient multiplicateur, de la narration et un contexte pour un jeu qui est très arcade, et de la customisation. Moi, je sais que je n'ai pas joué, mais de prime abord, de l'extérieur, c'est peut-être leur jeu qui me chauffe le moins. Ouais. Qui a l'air plus tristoun, je crois, en termes de DA, qui a l'air avoir déjà la 3D ISO, moi, c'est pas forcément mon délire. Mais après, oui, c'est l'apocalypse zombie, quoi. C'est voilà, il fait un peu plus classicos, on va dire. C'est ça. Allez, du coup, il est l'heure de la parenthèse qui va te faire plaisir, hein, c'est Outland. On est en 2011, un jeu qui est édité par Ubisoft cette fois et qu'on adore. C'est un jeu qui est sorti encore une fois sur XBLA et PSN. Outland, c'est un jeu d'aventure plateforme vue de profil dans lequel on contrôle un guerrier qui devra empêcher la destruction du monde par deux entités, chacune représentée par une couleur symbolique, l'ombre et la lumière, le rouge et le bleu. Alors là, on voit pas trop le rapport avec les précédents jeux du studio, hein, mais Outland, en fait, c'est un jeu de plateforme dont les principes centraux sont directement hérités du shoot. En 2 mots, il existe 2 mondes différents, l'ombre et la lumière, et quand ton perso, en fait, il est dans le monde des ténèbres, qui est symbolisé par le rouge, en fait, les éléments de la couleur qui est rouge, mais en fait, lui feront rien. Et en fait, si tu veux tuer les ennemis en face, le monde de la lumière, le bleu, il faudra que tu changes et que tu swaps de couleur. En fait, ce principe, il te rappelle, je pense, Ikaruga, c'est même exactement le même principe. C'était, du coup, on est sur un jeu de plateforme en 2D, mais avec un principe purement shooter. Intéressant aussi. Ouais, mais c'est vrai que le concept d'Ikaruga a été super novateur et il a été repris d'une manière ou d'une autre dans pas mal de jeux. Hein. Ouais. On se rappelle de Castlevania Lord of Shadow aussi, qui avait cette ambivalence entre 2 couleurs que tu pouvais alterner pour récupérer soit de la vie, soit de augmenter ton attaque, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un principe super simple, efficace et cool à comprendre. Et qui finalement, on peut s'adapter à plein de trucs et ici à un jeu de plateforme. Pour ce qui est de la direction artistique, elle est assez sublime. Hein. Est-ce que ça ressemblerait pas un peu à du Michel Oslo tout en ombre comme ça? De ouf. Avec des grandes créatures, des dieux, des entités cosmiques. C'est clair. Le personnage est très véloce, il peut sauter, il peut attaquer avec son épée. Et encore une fois, tiens, ça nous rappelle les trucs. Le portrait robot de Outland, un mélange de shoot et d'action de plateforme, des grandes entités, des boss impressionnants. Allez, je pense que ça nous rappelle encore un truc. 2013 sort Resogun, on est sur un shooter avec des petits vaisseaux et toujours une DA fluo néon, encore un arcade scoring, on est là-dessus. Alors je l'ai pas précisé, mais Housemarque, ils ont toujours beaucoup travaillé sur l'espace de jeu. Alors c'est-à-dire comment et sur quoi on va déplacer notre vaisseau ou notre héros dans le jeu. Dans Super Stardust HD, on se déplaçait librement sur une petite planète et en fait on voyait la planète tourner en même temps que nous. Dans Resogun, en fait le défilement il est horizontal mais on suit un plan circulaire. Alors c'est chaud à expliquer, mais il faut imaginer un sopalin. Alors, tu prends un rouleau de sopalin comme ça, tu mets ton vaisseau dessus. En fait, ton vaisseau, il peut faire le tour du rouleau. Ouais. Et en fait, toi, tu suis comme une caméra qui était en face du rouleau de sopalin. J'ai pas trouvé meilleure analogie. C'est un axe cylindrique, en fait, quoi. On tourne autour. Exactement. Et c'est exactement ça. Et en fait, dans Resogun, il y a aussi un gros taf sur la manette PS4. Il y a des sons, des vibrations qui sont très travaillés, assez novateurs pour l'époque. T'as un déluge visuel de couleurs qui s'accompagne de sensations dans la main, de sons qui sortent du pad. Et en fait, tout le design, le sound design, en fait, est ouf. On retrouve des boss qui sont gigantesques et un jeu au niveau assez relevé. Alors, je l'ai pas dit non plus, mais les jeux Housemarque deviennent avec le temps de plus en plus durs. Ici, avec Resogun, franchement, ça rigole pas du tout, surtout si tu pousses les curseurs au niveau de la difficulté. Et en fait, comme tous les jeux du studio, il y a une petite histoire, un contexte, et là, en fait, dans Resogun, il faudra que tu sauves des humains, en fait, et dans un shooter. Et ce qui est cool, en fait, c'est que ça va nourrir le gameplay, et dans chaque stage, il y aura un nombre d'humains à délivrer, et ça sera une part à part entière, un défi à part entière, alors que tu es dans un jeu de shoot, il faut sauver des humains. Toujours ce mix de contextualisation, histoire, scénario, alors que tu es dans un titre un peu très arcade. Qu'est-ce qu'on retient de Resogun? Un travail sur l'espace de jeu très important, des technologies sur la manette très bien utilisées, un sound design de grande qualité et un défi assez relevé. Mais c'est vrai que tu dis qu'il est adapté à la PS4, à sa manette et tout, parce que si je dis pas de bêtises, c'est un des jeux de lancement de la machine. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on voit que, encore une fois, la relation avec Sony, et surtout qu'ils avaient à cœur d'exploiter un peu le matériel sur lequel ils étaient. Quoi. Exactement, la techno c'est assez important pour eux. On avance dans le temps, on arrive à 2016 avec Alienation. Ici encore, on voit l'envie du studio d'amalgamer son expérience et ses savoir-faire. Donc Alienation, c'est la fusion de Dead Nation et du shooter type Resogun. Alors en fait, l'ambition, elle se cache pas, elle est dans le titre du jeu. C'est le même principe shooter 3D ISO comme Dead Nation, mais avec cette fois une invasion alien et pas des zombies. Une bonne occasion de faire revenir la direction artistique chère au studio, du fluo, des boulettes, le bundle, il est là complet. Mais il y a une différence qui va venir apporter un peu de piquant, c'est la notion d'aléatoire. Pendant une partie, en fait, on va pouvoir trouver des armes lors de largages qui sont aléatoires. Il y a une customisation qui est toujours là, mais cette fois, les armes sont directement, en fait, modifiables. Chacune d'entre elles contient des emplacements, une sorte de noyau d'amélioration, et selon le noyau, tu peux booster la cadence de tir, des zones de dégâts,
Je sais pas, ça te rappelle les armes secondaires de Returnal, je sais pas, je dis ça comme ça. Le truc, c'est que ces nouvelles armes, en fait, le noyau d'amélioration tombe à des intervalles aléatoires, et en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, car les classes d'armes diffèrent par la rareté. Plus elle est rare, plus elle est puissante. C'est vraiment incroyable, hein, quand même, tous ces points communs. Ouais, mais là aussi, rien que de ce que j'en ai vu, on voit qu'on se rapproche clairement de l'objectif final et de Returnal. On est plus très loin, quoi. Enfin, Alienation, il propose un truc, c'est qu'il y a un mode solo, un mode coop local et un mode en ligne, ce qui était déjà le cas depuis plusieurs titres. Donc Alienation comme Dead Nation, on retient quand même pas mal de choses. L'intégration d'une notion de hasard dans les loots, un classement des armes en fonction de leur rareté. On arrive, dernière ligne droite, on est en 2017, et là il y a 2 jeux qui sortent, hein, ça charbonne. Housemarque, franchement, il déconne plus. Donc il y a le premier, c'est Nex Machina, c'est un shooter dans lequel on incarne un petit astronaute. On va pouvoir dasher et shooter en même temps. On retrouve la DA fluo, les boulettes, hein, ça, aucun souci. Mais la grande nouveauté, c'est qu'à chaque partie, à chaque tentative, on va tenter de récupérer des éléments de customisation différents. Nex Machina, c'est un roguelike. On commence toujours au même endroit, on a la même mission, mais à chaque partie, ça sera différent. On va récupérer des power-ups différents avec des armes différentes, des armes à distance et des armes de poing. L'espace de jeu diffère encore, et ici chaque monde est un gros cube en fait, et tu vas devoir tuer tous les ennemis sur chaque parcelle, et en fait tu vas de niveau en niveau te déplacer dans un gros cube comme ça, façon Mario Galaxy cubique en gros. Qu'est-ce qu'on retient de Nex Machina ? On retient qu'on incarne un astronaute, et c'est un roguelike. Le second jeu de 2017, c'est Matterfall. Ils sont moins faits par les deux, je trouve. Ouais, c'est le premier, là, celui que tu viens de citer, je vois même pas ce que c'est. Nex Machina, ouais. Et Matterfall, en fait, c'est le deuxième jeu de 2017. C'est un jeu en vue de profil, comme Outland, mais qui est grave boosté, hein, celui-là. Et en fait, tu contrôles un personnage féminin dans une combinaison du futur. Alors, la particularité du jeu, c'est qu'on va pouvoir trouver différents talents. Des talents, c'est des capacités qui vont te permettre de construire une sorte de build, et en fait tu vas choisir différentes capacités pour orienter ta façon de jouer. Ces talents, tu vas les conserver d'une partie à l'autre. Alors je le précise pas, mais la pluie de boulettes, les fluos sont encore de la partie, hein, tout comme les multiplicateurs de score et les humains à sauver. Tu vois, au-delà des éléments que je retiens à chaque fois que je vous mets l'emphase dessus, il y a toujours derrière des trucs qui conservent malgré tout. On note encore, tu vois, l'envie du studio d'optimiser la technique, car le titre il est en HDR 4K. Alors tu vas me dire ouais super, sauf que là on est en 2017. Donc pas mal quand même. Précurseur. Non, franchement pas mal. Enfin, il y a une fonctionnalité nouvelle, hein, c'est la création de matière grâce à son gun. Donc le jeu s'appelle Matterfall. On peut créer des plateformes, des boucliers. Alors c'est quelque chose qui n'a pas été encore réexploité dans un autre jeu du studio, mais peut-être imaginer que ça sera le cas prochainement, parce que bon, Fortnite, hein, il a plutôt bien marché sur la création de matière, de boucliers et tout. Sauf que là, on est en 2017. 2017, c'est l'année de lancement du Battle Royale de Fortnite, donc plutôt le nez creux là sur Housemarque, sur ce coin. Ils étaient vraiment au même moment. Alors c'est le dernier portrait robot. Qu'est-ce qu'on retient de Matterfall ? On incarne une héroïne, technique très avancée, mais pas forcément dans les graphismes, mais plutôt dans les technos utilisés. Et le dernier jeu en date du studio, celui pour qui j'ai déroulé tout cet historique, hein, c'est évidemment Returnal. Alors je vais pas vous décrire le jeu, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait un raid alert dessus, mais pour bien illustrer mon propos, on va simplement reprendre les points clés des jeux du studio, et ça donne en gros une héroïne astronaute, un mélange de shoot et d'action plateforme, avec une direction artistique fluo et des néons, un roguelike, donc avec une notion d'aléatoire importante, une personnalisation façon build à chaque partie en fait en fonction des éléments que tu trouves, des classes d'armes différentes en fonction de leur rareté, les technologies de la manette qui sont bien utilisées, un sound design très important et très travaillé, une technique avancée, alors pas forcément dans les graphismes mais dans les technos utilisés, un défi relevé, des grandes entités, des boss impressionnants, de la narration et un contexte dans un jeu qui est très arcade. Nico, est-ce que ce portrait de Returnal il te semble correct ? Quand tu alignes comme ça tous les historiques en fait du studio Je dirais CQFD, comment on dit. Donc, non, franchement, c'est plutôt efficace sur qu'est-ce qu'est Returnal et comment en fait ils sont arrivés là. Alors si refaire, tu vois, cette exploration des jeux du studio Housemarque, ça vous branche, sachez qu'en fait ils sont presque tous dispo sur le PSN, pas trop cher, et sur le PlayStation Now. Alors on peut imaginer que sur le prochain PlayStation Plus, en fait tout ça va être simplifié et qu'il y aura peut-être une comment on appelle ça, une tuile. C'est peut-être un avenir, ça, faire une tuile avec de l'édito, une tuile Housemarque, et du coup tu vas sur ta tuile et tu dis moi je veux redécouvrir tout Housemarque, comme dans les... Il y a beaucoup Shadow, une plateforme en ligne qui est spécialisée sur les films de genre. En fait, fait de l'édito, il va te proposer en fait
des cinématographies, comment dire, Classement thématique un peu. Ouais, voilà, de la thématique sur des grands réalisateurs. Franchement, ça pourrait être sympa là que Sony fasse de la thématisation comme ça. Oui, puis surtout mettre en avant ses propres produits. Enfin, ça, j'ai peu de doute que ces jeux-là feront partie de l'offre Game Pass-like accessible pour l'abonnement, quoi. Ouais, carrément. Donc du coup, moi j'aime tous les jeux du studio, il y a aucun qui m'a déçu et j'ai rejoué à tous les titres pour cette chronique et franchement, j'ai ultra kiffé. Et Returnal, en plus de ça, il est pas loin d'atteindre le top 10 all-time, hein. Ça c'est la chronique là qui va faire toute l'année. Je fais qu'une partie pour l'instant, mais peut-être. Mais bon, ce que j'aime par-dessus surtout, c'est surtout la logique de perfectionnement du studio, son amour de l'arcade, son désir d'y ajouter de la narration, du contexte. Je trouve ça vraiment incroyable. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans cette chronique, c'est que j'ai jamais vu une si grande logique dans les jeux produits par un studio. J'ai jamais vu une réutilisation des acquis si efficace. Peut-être chez From Software, mais bon, on va en reparler rapidement. Nico, cette logique de production, t'en penses quoi? Le fait que tu partes à un point et que en fait tu vas à chaque fois prendre un petit bout, te perfectionner, construire ton histoire et en fait ton savoir-faire sur un élément? Ben, j'aime beaucoup, alors je pense qu'on va développer là-dessus, mais j'aime beaucoup les studios qui ont un point de mire, vraiment une réflexion, un objectif, et qui vont creuser ce sillon, et en l'améliorant. Et ce qui est plutôt étonnant et positif avec Housemarque, c'est que ils ont fait que grossir et amalgamer des idées, tu vois. Il n'y a pas eu au moins la fausse piste qui fait que, on repart en arrière. C'est vrai. Ça a été une évolution plutôt linéaire, et là, on voit Returnal, enfin, c'est un aboutissement assez dingue, quoi. Et le succès, les BAFTA, quasi GOTY. Alors, ce qui est top, c'est de voir comment le studio, par itération, a peaufiné son identité, mais aussi ses jeux. C'est tout simplement, je trouve, brillant. Et ce qui est excitant, c'est d'attendre les nouveaux jeux. En fait, tu sais plus ou moins ce qui t'attend, mais tu sais pas comment ils vont s'améliorer. Et l'évolution du studio ne vient pas des nouveautés apportées dans les jeux, mais dans l'amélioration et l'optimisation des éléments déjà utilisés. Dit comme ça, j'ai l'impression que ça ressemble à du Nintendo, et je pense que c'est plutôt un compliment pour Housemarque dans cette logique de production. Ouais, mais c'est vrai que tu viens de le dire, la question se pose sur l'après, quoi. Après Returnal, qui était un peu l'aboutissement d'une formule, est-ce qu'ils vont encore la perfectionner ou est-ce qu'ils vont se dire, bah c'est bon, on a atteint notre objectif là-dessus, on part sur complètement autre chose maintenant, quoi. Je pense qu'on pourrait presque se prêter au jeu de la devinette. Tu vois, on a vu que c'était tellement carré qu'on pourrait se dire, alors ça, ils vont le réutiliser, ça, ils vont le réutiliser. Là, au niveau du cycle, je serais tenté de dire qu'ils vont repartir sur un shooter avec un vaisseau, parce qu'ils sont sur une alternance. Néanmoins, ils sont devenus quand même un studio important, avec une renommée maintenant, avec du triple A. Alors c'est pas vraiment du triple A. Ouais, mais ils ont une pression qu'ils n'avaient pas encore. Exactement. Et faire un shooter arcade avec un vaisseau, je trouvais ça ultra culotté du studio, de Sony, de laisser maintenant un grand nom comme Housemarque. Allez, éclatez-vous avec vos shooters. Ouais, ça peut être des projets un peu intermédiaires entre deux projets un peu plus gros, consistants en termes de budget, quoi. Mais en tout cas, il me semble qu'ils ont annoncé que la suite, ça serait une nouvelle IP. Ça serait pas. Ils sont très, à part Super Stardust, on l'a vu où ils ont vraiment poussé. Ils sont tout le temps dans l'amélioration, mais ils vont pousser un petit peu sur de nouvelles licences. Alors encore une fois, dis-moi ce que t'en penses, mais comme la série Mario avec Mario 64, comme la série Zelda et son épisode Ocarina of Time, comme la saga Metal Gear et son Metal Gear Solid, c'est le passage à la full 3D, comme avec Returnal et Housemarque, où là vraiment, tu vois, c'est la concrétisation, le succès, il arrive là. Alors tu te dis, il y a 20 ans, on avait besoin de la 3D, de la PlayStation 1, la 64 pour avoir, tu vois, cet échelon qui a traversé. Ben non, en 2021, c'est encore la 3D qui fait que, ok, Housemarque, on vous respecte, vous faites des grands jeux. Ouais, c'est tout con, mais il faut que ton jeu ressemble, entre guillemets, aux autres jeux qui cartonnent pour pouvoir être un peu adoubé, tu vois. Là, c'est vrai que rien que le côté vue éloignée, 3D ISO et tout, ça garde ce côté un peu petit jeu, et je dis ça sans être péjoratif, hein, tu vois, moi, Hades, c'est un jeu que j'adore et qui est un peu comme ça aussi, mais le fait d'avoir ce côté TPS, qui était un peu le genre roi il y a 10 ans, quoi, bah ça te donne ce côté un peu grand garçon, quoi. Carrément. Bon, juste avant de passer à l'interlude top 3 et la seconde partie qui va rester sur les lignes édito, j'avais un petit truc à dire, une petite comparo sur le cinéma. J'ai l'impression qu'on est dans une situation inverse du 7e art, où souvent, tu vois, le premier film d'un réalisateur, il y a tout. Et en fait, on regarde tout le temps, le premier film de Tarantino, il a tout mis, et finalement, derrière, il va dérouler, décliner, mais dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, où c'est itératif, et l'identité va se construire petit à petit. T'es d'accord avec ça, ou tu penses? Carrément, ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup plus, genre, je suis un développeur. Ah, beaucoup plus. On est plus dans l'itération de briques que tu construis, mais parce que c'est lié aussi à la réalité d'un développement, en fait, où tu vas avoir des pistes à explorer, que tu vas aboutir dessus et que tu vas construire sur cette fondation pour t'améliorer. Là où effectivement le cinéma, on est plus dans le côté, comme tu dis, on a les obsessions dans le réel qui vont se décliner de film en film. Et on va pousser ça dans la seconde partie de l'émission, mais avant c'est l'interlude top 3, le top hebdomadaire, et cette semaine on va se pencher sur un top 3 des jeux qu'on est sûr d'avoir fait, mais dont on n'a aucun souvenir. Qu'est-ce que ça titulé me fait toujours marrer. Qu'est-ce que ça veut dire un jeu qu'on est sûr d'avoir fait, mais dont on n'a aucun souvenir? Alors c'est pas forcément bon signe, hein, c'est-à-dire que
On a tous fait des jeux un peu voilà pour passer le temps parce que c'était un creux de la vague ou voilà des jeux un peu moyens quoi. Et donc on les fait. Puis finalement là, on se dit merde, attends, est-ce que je l'ai fait lui déjà ou pas? Donc Allez, vas-y, tu commences avec ton top 3. alors, je vais commencer par... Il y a beaucoup de jeux d'une époque un peu Xbox 360, une époque où, comment dire, je n'achetais pas tous mes jeux. Voilà, je vous laisse en tirer des conclusions. Et il y a notamment, ça me permettait de jouer à des jeux à licence qui n'étaient pas forcément mes priorités, mais ça fait... Je trouve le jeu à licence est un bon candidat pour ce top 3. Ouais. Et je vais commencer avec Naruto Rise of a Ninja. Alors, je sais pas si tu te rappelles, c'est un jeu Ubisoft. Alors, c'est l'époque où il y avait 2 jeux Naruto qui étaient sortis en même temps. Et il y avait... dont un jeu Ubisoft Montréal. Alors, c'est le monde ouvert, le tien? Ouais. C'est celui qui était un peu plus à l'occidental, hein, fatalement. Et alors, qui était pas ouf, hein, mais voilà, typiquement, je l'avais fait pour passer le temps. C'est marrant, j'ai un bon souvenir. Alors moi, pareil, je m'en souviens pas beaucoup. Mais sa suite, alors la suite s'appelle The Broken Bond, était beaucoup plus réussie, en fait. Ils avaient vraiment corrigé ce qu'il fallait corriger. Le jeu était beaucoup plus fun à jouer. Le 1 était un peu laborieux quand même. Je sais pas si c'est peut-être le 2, toi, que t'as gardé en mémoire. Je sais plus. Moi, je me souviens vraiment me balader dans Klonoa, ouais, à la Ubisoft, en fait. Konoha. J'ai dit quoi? Klonoa. Ça sera pour le mois de juin. Klonoa, ça sort bientôt. On l'attend beaucoup, c'est pour ça. Oui, dans Konoha, je sais pas, j'en ai un bon souvenir, mais il y avait un autre titre. C'était le jeu de baston à l'époque, le premier épisode du jeu de baston de Naruto. Je sais plus, mais il y a vraiment plusieurs jeux dans cette même époque et ça alimente aussi la confusion, j'imagine. Ouais. Mon top 3 à moi, alors à chaque fois c'est intéressant ce que tu disais, une espèce de recontextualisation, pourquoi on s'en souvient pas finalement. Moi c'est l'époque où sur PS3 il y avait vraiment PS2, PS3, beaucoup de jeux de JRPG qui arrivait, et en fait tu savais plus quoi était quoi, et en fait moi c'est Phantom Brave, je sais pas si tu t'en souviens, un jeu Nipponichi, et en fait oui, exact. J'arrive pas à faire la différence avec les Disgaea, parce que les Disgaea j'en ai fait, je sais plus lesquels déjà, et Phantom Brave je l'ai fait, j'en suis certain, j'ai rematé en fait la jaquette et tout, et en fait ça ressemble, Nipponichi a vraiment sa patte, hein. On parle de l'Inédito, on parlera pas de Nipponichi, tiens, mais Nipponichi ils ont une ligne éditoriale déjà graphique, ils ont vraiment une patte, ils ont un savoir-faire au niveau du tactical. Ouais, ben est-ce que là on tombe pas dans l'excès, en fait, qu'ils font un peu toujours le même jeu, quoi. Eh ben le coup c'est que tu vois vraiment je sais plus, et Phantom Brave ouais je me mélange, donc c'est mon top 3 du jeu. Phantom Brave je l'ai fait mais j'en ai pas grand souvenir. Ton top 2 c'est quoi? Alors toujours une licence, hein, c'est alors je pense que tu vas dire t'abuses et tout, c'est James Bond Bloodstone. Ah t'abuses. C'est le bien en plus. Alors c'est le bien, faut relativiser hein, parce que par rapport au jeu James Bond, mais c'est typiquement un jeu à licence, alors effectivement qui était plutôt réussi. Et c'était fait par Bizarre Creations, je crois, hein, les mecs de c'est le bien. TGR et tout. C'est celui où il y a plein de gameplay tout le temps. Oui, donc c'était surtout un TPS action, mais t'avais des séquences en voiture et tout. Ah ouais, t'es trop bien. Alors pour le coup, est-ce que tu as beaucoup de souvenirs de ce jeu? De ouf. T'as la phase où tu fais du saut en parachute, t'as la phase en moto, t'as la phase en voiture, essentiellement du TPS, mais en fait t'avais vraiment une pluralité de gameplay. Et moi, ce que j'aimais, c'était finir le niveau et de me dire mais qu'est-ce qu'ils m'ont réservé au niveau prochain. Donc, je trouve que tu abuses. Ce top 2 de l'abus. Mon top 2 à moi, alors tout à l'heure tu disais qu'il y avait une période sombre 360, peut-être PS1 où forcément tu achetais pas tous les jeux. Et en fait, il y a aussi d'autres consoles qui ont pu être comme ça, la Dreamcast par exemple. Mais bon, c'est pas pour ça. Mais c'était une période aussi où on faisait beaucoup de jeux. Et moi, c'est un jeu Dreamcast qui est mon top 2 et ça s'appelle un jeu qui s'appelle Blue Stinger. Ah, Blue Stinger, t'abuses. Alors, j'abuse. Bah, oui, le nom est connu. Jeu de lancement, monsieur. Jeu de lancement. Survival horror, très lumineux, très coloré. Mais franchement, je me rappelle 2 scènes. Tu te rappelles de la fin? Tu te rappelles de quelque chose? Non, je me rappelle de rien. Alors, je me rappelle qu'on mettait des coups de latte en mode on tapait les zombies en mode jeu de baston un peu, non? C'était une action. Je sais pas. C'est le but de ce top 3, C'était un jeu un peu bizarre quand même, hein, qui était super beau pour l'époque, je trouve. Ouais. Mais qui se vendait comme un survival horror, mais avec un côté, comme tu l'as dit, très coloré, et tu mettais des coups de latte aux zombies, quoi. Donc, on en parlait avec Ken et lui il me disait mais il y avait un distributeur d'argent, tu t'en souviens de ça? Je me souviens de rien. Pas du tout. Donc voilà, Blue Stinger sur Dreamcast, je me souviens très bien de la jaquette, je me souviens de ce lancement, je me rappelle pas du tout du jeu. C'est l'heure de ton top 1. Alors j'hésite encore parce que j'ai 2 pistes. Alors je vais peut-être favoriser le plus... je pars sur Mirror's Edge 2. Et Mirror's Edge 2, je le cite parce que on a tellement cassé les couilles à EA en mode ouais, Mirror's Edge c'est trop bien, on veut une suite. Et en fait, on a tous fait le 2, on a dit putain, alors non seulement c'est nul, mais en plus j'en ai aucun souvenir de ce qui se passe. C'est clair. Ils avaient tenté une sorte d'approche un peu ouverte et c'était vraiment pas super bien fait. C'était pas réussi. Et c'est un peu voilà, c'est la fameuse histoire des jeux vidéo qui sont attendus et au final quand ils sortent, on se dit peut-être que c'était pas une bonne idée quoi. On a fait un top 3 des suites de trop. On aurait peut-être après il y a que 2 jeux mais là je pense que c'est vraiment le jeu qui a tué sa licence. Et ça a vraiment signé la fin quoi. Ouais, mais je passe pas que je m'en veux mais parce que c'était quand même à eux de faire un meilleur jeu en tant que tel, mais
sais, c'est d'avoir tellement demandé, et là, j'étais hier, je suis putain, vous m'avez saoulé pendant 10 ans pour avoir la suite, et vous l'avez même pas acheté, quoi. C'est clair. Bon, mais sympa, bon top 1 en tout cas. Moi, mon top 1, je pense c'est en tout cas un jeu qui est un peu moins connu, c'est un titre dont l'un des héros est Nash, donc Charlie, mon perso préféré de Street Fighter, et c'est pour ça que j'ai fait ce jeu-là, c'est un jeu Capcom, et en même temps que je te parle, tu vois, je te prépare la jaquette, tu vois, on dirait le Cozy Corner où je te montre des trucs. Ce jeu, c'est Cannon Spike. Est-ce que ça te parle? Alors là, pas du tout, mon gars. On dirait la jaquette, on dirait que c'est un montage que t'as fait toi-même, un jeu que tu as inventé. Non. C'est un jeu Dreamcast. Et en fait, je n'en ai tellement aucun souvenir que, en fait, je me rappelais même plus le genre du jeu. C'est-à-dire que j'ai dû remater une vidéo pour me rappeler que c'était un espèce de beat'em all, façon Housemarque un peu, où tu shoots comme ça et tu pouvais jouer Camille et tu pouvais jouer Nash, en fait. Et je suis en train de mater des images parce que moi aussi, là, j'ai besoin de me rafraîchir. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 1 des jeux. Je suis sûr que je l'ai fait, mais j'en ai aucun souvenir. Je n'en ai absolument aucun souvenir de ce jeu. Ça s'appelle donc Cannon Spike, si vous voulez mater. Il y a Megaman en perso jouable. Mais en fait, il y a plein de persos Capcom fameux, dont Camille et Charlie. Et c'est ça, là? Ouais, c'est ça. Ça a l'air dégueulasse. Mais on dirait, enfin, pas de rapport avec ce que je viens de dire, mais on dirait effectivement un jeu Housemarque. Il y a un petit peu de Housemarque, mais tout ça est calculé. C'est une émission rondement menée. Donc voilà pour ce top 3 des jeux qu'on est sûr d'avoir fait, mais dont on n'a aucun souvenir. Je pense que c'est un top 3 marrant. Je pense que vous en avez plein, vous aussi, dans votre pile. Allez, est-ce que t'es chaud pour passer à la seconde partie de l'émission qui va toujours traiter des lignes édito dans le jeu vidéo? Alors, on va pas parler de l'évolution des sagas des jeux, car c'est normal en fait qu'une même série en fait peaufine une même formule. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de voir les sagas qui s'éloignent de leurs racines au fil des épisodes. Mais bon, peut-être pour une prochaine fois. Assassin's Creed. Peut-être, tu vois, ça serait assez rigolo. Aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont les studios qui ont une identité franche et qui se voient malgré le changement de genre de série ou de jeu. En fait, on va faire ça de manière décroissante. On va partir du plus gros au plus petit. On va partir des constructeurs pour finir sur les créateurs. Le constructeur, les trois gros, on va pas partir dans l'histoire et tout du jeu vidéo. On va partir sur Nintendo, Sony, Microsoft. La Nintendo, en gros, est-ce que les constructeurs, ils ont une façon de faire leurs jeux? Est-ce qu'ils ont une Nintendo dans les jeux qu'ils produisent? Nintendo, est-ce que c'est des jeux pour tous? Est-ce que c'est des jeux pour enfants, tout simplement? Je dirais des jeux familiaux, pour être moins péjoratif, des jeux qui sont susceptibles de plaire et d'être appréhendés par tous. Ouais. Ce qui est un peu la recherche d'universalité, c'est un peu la recherche du sens de la vie, tu vois. C'est l'objectif le plus compliqué. Nintendo, ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir le prisme de joueurs le plus large possible. Et si tu prends du plus petit membre de la famille au plus âgé, peut-être que tu as tout gagné. Voilà, c'est typiquement les jeux qu'ont acheté les grands-mères pour le Noël, l'anniversaire, et c'est une valeur sûre. Et on y joue tous ensemble. Exactement, comme une pub Nintendo, quoi. On passe à Sony, et en provocation, je fais exprès, peut-être Sony, du temps de la PS1, était les jeux pour adultes, comme la Mega Drive, tu vois. Nintendo, c'était pour les bébés, ils s'étaient placés en disant, voilà, c'est la console technologique, sympa, t'as pas honte de dire que tu joues aux jeux vidéo avec ça. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu trouves que Sony, ils ont ce versant jeu pour adultes? J'ai pas l'impression. Ouais, alors sans être sur le côté, c'est un peu une take d'ado, ça, genre. Ouais, exactement. Je suis un jeu pour adultes. Le jeu vidéo était ado à l'époque aussi. Mais bon, ils ont quand même des jeux, je pense, qui s'adressent à un public pas sans dire vieux, mais qui est peut-être moins orienté pour les enfants. Ils essaient d'avoir, tu vois, il y a quelques pistes avec Sackboy et tout, mais c'est vrai que leur jeu reste peut-être, comment on va le dire, plus narratif, plus émotionnellement impliquant, quoi. Est-ce que t'es d'accord pour dire que Sony aujourd'hui c'est plutôt des jeux premium, AAA, solo narratif? Carrément, c'est carrément leur marque de fabrique, enfin en tout cas sur l'RPS4 et qui a un peu marqué leur succès, oui. Pas en termes forcément de vente, mais en termes critiques justement sur la qualité de leur jeu, quoi. Et ils lâcheront pas ce sillon là-dessus, quoi. Exactement. On va le voir pour les constructeurs, on va le voir aussi pour les éditeurs. Ce qui est compliqué quand tu as une ligne éditoriale, c'est l'évolution du marché. Suivre l'évolution du marché et conserver ta ligne éditoriale, c'est chaud parce que quand tu as une diversification, peut-être tu vas t'en éloigner. L'absorption des studios n'aide pas aussi à dessiner une ligne claire éditoriale. Sony va faire très prochainement du jeu-service, à absorber d'autres studios. Est-ce que tu trouves qu'ils s'en sortent bien dans cette conservation de la ligne édito malgré l'absorption d'autres studios? Leur ligne édite qu'on vient de décrire, c'est nous ce qui nous plaît, donc on est plutôt contents et on les soutient là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qui est dans la mode. Ils ont quand même la chance d'avoir des jeux qui sont extrêmement fignolés et bons, ce qui fait qu'ils arrivent à en vendre un paquet. Oui. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, il suffirait qu'un Last of Us 3 se plante pour que ça remette tout en question. Et là, plutôt que de tout laisser tomber pour faire ce qui est à la mode aujourd'hui, tu vois, un peu genre la Ubisoft, ils gardent leur principale ligne de conduite et ils essaient de la doubler en fait d'une seconde ligne qui est le jeu service multis qui cartonne aujourd'hui.
Donc je trouve que c'est plutôt intelligent et ça a vraiment l'air d'être l'impulsion de Herman Hulst justement quand il est arrivé à la tête des Sony Studios quoi. D'avoir un peu ces deux pans d'activité qui cohabitent quoi. Un peu un parallèle. On passe à Microsoft. Microsoft, est-ce que c'est plus compliqué de dessiner une ligne édito? Est-ce qu'on est plus dans l'héritage Microsoft du coup avec Xbox? Est-ce qu'on est dans l'héritage des jeux PC? Est-ce que c'est juste et correct ou un peu grossier de dire ça? Qu'est-ce que t'en penses? Alors il y a un pan qu'ils ont réactivé en fait finalement assez récemment, tout le côté Flight Sim, leur jeu c'est Age of Empire, tout ça. Oui. Enfin, c'est un héritage qu'ils avaient un peu mis de côté, justement sur l'époque console, avec leur arrivée sur le console. Mais c'était un des souhaits de Phil Spencer de renouer avec cet héritage-là. Enfin, ça fait partie des grosses licences Microsoft, pourquoi les laisser de côté? C'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que, alors là, je vais faire un raccourci un peu facile, mais Microsoft, c'est quand même aussi beaucoup des jeux de ricains, tu vois. C'est Halo, Gears, c'est ça, Shark, c'est, voilà, du jeu un peu bigger, faster, machin. Mm-hmm. Et on l'a vu aussi avec les rachats qu'ils ont fait avec In Exile, avec... Mais même le Bethesda au global, on parlait tout à l'heure de la difficulté de garder la ligne édito malgré des rachats. Finalement, c'est assez cohérent, je trouve. C'est cohérent, mais c'est très orienté sur un pôle, en fait, quoi. Le RPG occidental, les jeux de... Tu vois, de... j'ai oublié les noms, désolé. Et regarde par exemple tout cet héritage très PC id Software, ça marche, tu vois, tout ce qui est Doom et tout, ça, je trouve que en fait, alors coup de bol parce que au sein de Bethesda, il y avait déjà plein de trucs. Et en fait, je trouve que c'est assez cohérent. Regarde Acti Blizzard. Alors Acti, il y a un peu de tout, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais Blizzard, c'est quand même un gros pan de l'héritage PC qui revient dans le sillon de Microsoft. Ouais. C'est plutôt cohérent aussi. Voilà pour les constructeurs. Alors c'était évidemment grossier, évidemment, c'est des lignes édito, hein, donc c'est souvent. Oui, c'est pas une vérité absolue, mais c'est une sorte de caricature globale, quoi. On commence à voir un petit peu les difficultés de les conserver, ces lignes édito. On descend. On était constructeur, on descend, on va passer chez les éditeurs. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui ont des lignes édito? On a vu Bethesda, là, par exemple. On va pas y revenir. Tu l'as évoqué très rapidement, Ubisoft. Est-ce que Ubisoft a une ligne édito? Moi, je trouve qu'ils ont eu une ligne éditoriale à une époque avec un game design, un peu comme Nintendo, alors que Nintendo est un constructeur, évidemment aussi un développeur, un éditeur, mais on reconnaissait la patte Nintendo par leurs jeux, alors pas forcément dans les genres, mais ils avaient un savoir-faire, c'était toujours propre, c'était toujours carré, tu reconnaissais un jeu Nintendo d'un jeu à l'autre. Et Ubisoft avait quand même cette ligne marquée dans le game design aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'Ubisoft est moqué, mais c'est quand même un éditeur qui arrive à sortir beaucoup de gros jeux AAA ambitieux tous les ans, ce qui est pas une mince affaire, qui arrive à faire des développements pharaoniques qui s'étalent sur plein de studios. On voit que ça a été très compliqué pour certains studios avec la pandémie et tout, de développer à distance et tout. Ubisoft sait le faire, a une expertise là-dessus depuis des années. Et c'est vrai qu'avec Far Cry, Assassin, ils ont un peu prototypé le monde ouvert à l'occidental, tel qu'on le dit. On parle de jeux à la Ubisoft aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils ont décliné cette formule, donc on avait une vraie formule Ubisoft. Après, là où ils se perdent un peu, à mon sens, aujourd'hui, c'est que, comme on commence à le dire pour Assassin, c'est que au lieu d'avoir une évolution linéaire, c'est qu'ils vont tenter une approche, rajouter une brique de gameplay, qu'ils vont développer dans une suite puis laisser tomber, et au final ton jeu il perd en identité, et au fur et à mesure des itérations il évolue et il perd, enfin comme on l'a dit pour Assassin aujourd'hui, un assassin actuel n'a plus grand chose à voir avec les assassins d'avant. Ça veut pas dire que ce sont des mauvais jeux. Exactement. Hein. Et c'est qu'on a perdu un peu le fil, tu sais, comme... Conducteur du... Ouais, tu sais, il parlait toujours, on a 3 piliers dans l'assassin, c'était le parcours, l'infiltration et machin. Et aujourd'hui, tu te dis, mais il y en a plein que vous avez plus, quoi, des piliers. Hein. La méta-histoire, tu peux en virer deux des trois. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure, les difficultés de conserver la ligne édito avec les rachats, mais aussi avec l'évolution du marché. On voit que Ubisoft, eux, ils suivent le vent, un peu trop et souvent trop tard, en fait. Mais on voit qu'il y a une friction entre conserver son savoir-faire, sa ligne édito, et se faire accuser de dupliquer ses jeux. Tu vois, ça peut être aussi une réalité de dire, nous, on fait les jeux ainsi, on va appliquer cette grille, et t'as le public qui dit, ouais, mais là, vous appliquez pas une grille, vous les dupliquez. Donc, il y a un petit peu cette friction de dire, ah, mais on a une patte, mais finalement, elle est un peu contestée. Ouais, et puis t'as toujours cette volonté bizarre d'Ubisoft de vouloir faire rentrer des triangles dans des ronds, c'est-à-dire que on veut faire du BR ou du jeu service, on va faire rentrer ça dans du Tom Clancy, du Ghost Recon, un truc qui à la base n'a rien à voir, là aussi, fait le comparo entre Rainbow Six à l'origine et aujourd'hui, ou Ghost Recon à l'origine et aujourd'hui, c'est qu'ils essaient toujours de tout faire rentrer dans leur licence, dans leur
dans leur truc propre un peu et ça marche plus quoi. T'as envie de leur dire ouvrez l'horizon, faites des nouvelles licences. Ce ils font aussi avec ton jeu fétiche. Phoenix Rising. Voilà. Immortal. Qui était plutôt une tentative de nouvelle licence qui était cool et qui avait fonctionné. C'est un jeu génial. Il y a une suite, peut-être, dans les rumeurs. C'est un sujet extrêmement vaste. On le survole, peut-être qu'on y reviendra à l'avenir, mais Ubisoft doit aussi conjuguer avec ses IP. Et donc, du coup, comme tu dis, ils vont amonceler des briques de game design en disant qu'est-ce qu'on a sous la main. Ah oui, on a du Tom Clancy, vas-y, on y va. Et en fait, ils jonglent, mais ils font tout tomber. Là où Nintendo fait ça brillamment, c'est-à-dire qu'ils ont des briques de game design, ils font ok, qu'est-ce qui colle avec ça? Ok, prenons Kirby, prenons Mario, prenons Yoshi, et ça fonctionne à chaque fois. Et là, Ubisoft, pour le coup, a une logique de game design comme Nintendo, mais les pieds dans le plat, comme on dit. Non, c'est pas du tout les pieds dans le tapis. Ouais. Et je sais pas ce qu'il y a dans le plat. C'est autre chose. Le plat. Voilà, pour Ubisoft, on va pas tous les faire évidemment. On va passer à Square Enix. Est-ce que Square Enix a une ligne édito? Simplement, les RPG japonais, ça marche? Square Enix, c'est quand même la fusion des deux spécialistes du JRPG, donc ça donne encore plus de spécialistes de JRPG. Alors, ils ont eu des moments où ils s'en éloignaient un petit peu, des moments où ils revenaient au cœur d'activité. Il semble quand même que Square Enix n'est jamais aussi bon que quand ils restent sur leur cœur de savoir-faire, quoi, leur cœur de cible. Les rachats, problème. L'Occident qui vient brouiller des pistes, des Hitman, des Tomb Raider, Hitman qui se sont délestés, Tomb Raider qui revient. Ça fait, ça fait pas de tâche, mais ça complexifie la lisibilité de cette ligne éditoriale. Moi, le rachat d'Eidos par Square Enix, ça reste l'une des plus grandes interrogations que j'ai sur le monde du jeu vidéo, autant en termes de business qu'en termes de ligne édite. Et on voit qu'ils y arrivent pas trop, hein. Deus Ex, ils ont fait des bons jeux, mais la licence est au point mort parce que ça a pas marché. Ils ont tenté de relancer Sif, ça a pas marché. On voit que là, Avengers, tout ce qui se passe sur les Gardiens de la Galaxie, Marvel, soit c'est pas bon, soit ça fonctionne moins. On voit que c'est laborieux et je me demande si c'est une bonne chose en fait que ces deux entités soient sous le même pavillon en fait. Est-ce que ça gagnerait pas mieux avoir un Eidos peut-être soit indépendant, soit sous le couvert d'un éditeur qui serait plus apte à avoir ce genre de projet, mais on voit, Tomb Raider, ça reste aussi un peu en jachère. Hein, donc, C'était un move un peu grossier, entre guillemets, un peu cavalier. C'est-à-dire que c'était un gros éditeur japonais qui s'intéresse et qui a compris que les marchés importants... il y a l'Asie évidemment numéro 1, mais voilà, le marché européen, le marché américain sont des gros marchés. Comment l'investir simplement? Vas-y, on va prendre Eidos. Sauf que voilà, nous, ce qui nous intéresse en Europe et aussi aux États-Unis, c'est les jeux purement japonais. Faites vos jeux à vous, importez-les, vous allez voir que ça va très bien se passer. Ouais, c'est un petit peu compliqué. De toute façon, un sujet extrêmement compliqué. On va passer aux éditeurs historiques, à l'ancienne, entre guillemets. Est-ce que ces éditeurs historiques à l'ancienne, on pourrait résumer leur ligne édito en disant que c'est très action, c'est très arcade? Est-ce que Capcom ça marche? Sega ça marche? Konami, il n'y a rien qui marche, on verra tout à l'heure. Mais Capcom, Sega, est-ce que ça fonctionne de dire c'est de l'action, c'est de l'arcade? En gros. Oui, alors Capcom, je pense ils restent un peu dans leur sillon avec le temps et ils suivent un peu avec leur licence, toujours qu'ils vont décliner. Sega, il y a quand même une grosse période de trouble avec ces rachats aussi et cette orientation vers le monde du PC qui lui ont fait développer des jeux, Football Manager par exemple. Mais qui ont extrêmement bien fonctionné. Ouais, bien sûr, là je parle vraiment de cohérence éditoriale, pas forcément de business et de succès derrière. Mais ça a brouillé les pistes, quoi. Tu te dis, il y a un moment où Sega fonctionnait plus avec ses licences PC, tu vois, du Alien Isolation, du Football Manager, qu'avec ses licences phares qu'ils ont complètement délaissées, quoi. Total War aussi, ils avaient... Ouais. Alors il y a une tentative de renouer un peu, je sais plus comment ils avaient appelé ça, leur initiative Sega Vision, je crois, de renouer un peu avec leur patrimoine. Alors on voit qu'il y a des rumeurs sur du Crazy Taxi ou du Jet Set Radio qui serait de retour, mais plus sous l'angle du jeu service à la Fortnite. Petite parenthèse sur ça, sur les super games de Sega, où tu te dis, ils reviennent en fait à l'arcade, Jet Set Radio, Crazy Taxi, et ces super games, c'est un truc un peu globalisant pour dire on arrive avec un gros marketing, une sortie worldwide, des traductions, on arrive massivement dans le jeu vidéo avec des licences entre guillemets mises en avant, mais comme tu l'as dit, là on est un peu dans le Ubisoft, c'est qu'est-ce qui fonctionne? Alors finalement ça sera du multi, du jeu service, du jeu en ligne, du métaverse. Quand ce qui préside à la création de ton jeu c'est un plan marketing avant d'être une impulsion créative, alors j'ai l'air d'être naïf quand je dis ça, c'est pas forcément bon signe. Enfin je pense qu'on va être très très déçus parce que le but de leur super game c'est d'avoir des jeux qui génèrent beaucoup de thunes et sur du temps long. C'est pas forcément... C'est louable. Mais bon, à un moment... mais tu t'imagines un Crazy Taxi en jeu service? Je vois pas du tout. Ça sent la pire idée du monde. J'arrive pas à imaginer. Et déjà, pourquoi Crazy Taxi, Jet Set Radio? C'est vraiment très très étrange. On suivra ça évidemment de près. Un petit mot sur Konami. Je sais pas. Parce que on a regroupé ça chez les historiques en fait. T'as un truc, je sais pas, ligne édito de Konami, je pense faut pas tirer sur l'ambulance, hein. Konami est au point mort, tout bêtement. Voilà. Mais ils ont même tué Hudson, l'héritage de Hudson qu'ils ont assimilé et
un peu fait disparaître, quoi. On termine sur les éditeurs avec les éditeurs indés. Est-ce que les éditeurs indés ont une ligne éditoriale ? Être un éditeur indé, c'est une ligne édito en soi, mais est-ce qu'on peut y voir des nuances ? Alors on va pas tous les faire évidemment. Est-ce qu'on va prendre Devolver ? Devolver, c'est le rétro, c'est l'action, t'es ok avec ça ? Ouais, bon, ils ont cette image punk et tout. On sait qu'il y a certains jeux qui en sortent carrément, notamment, c'est vrai qu'ils ont commencé avec Serious Sam, qui avec le recul est peut-être pas forcément dans leur ligne édito actuelle, mais Et Hotline Miami, qui est, nous on a sorti un bouquin sur l'histoire de Devolver, on a demandé à l'artiste qui s'appelle, que j'ai bouffé le nom, je suis désolé, toi aussi ? tout à El fait. Wervo, mais bien joué. qui a fait les couvertures de nos bouquins, qui a réalisé les jaquettes de Hotline Miami 1 et 2, c'est ultra symbolique c'est un peu le patient zéro de Devolver, Hotline Miami. Et ça fonctionne. Qui les a mis sur la map, celui qui a influencé le reste de la prod. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que les développeurs qui vont voir Devolver se vont pas inconsciemment se plier à un moule Devolver, plutôt que de partir dans un délire propre. Est-ce que c'est pas devenu presque une caricature de lui-même, quoi? Ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un risque à la caricature, à l'auto-référence, en disant cette ligne édito qui est finalement une signature, si tu la travailles trop, finalement, tu deviens un cliché. Tenir une ligne édito, c'est sûr que c'est peut-être plus facile quand t'es indé plutôt que t'es un gros studio, mais ça reste un challenge constant, hein, parce que il faut pas se mettre des œillères non plus et s'empêcher d'évoluer tout en gardant un peu ses fondamentaux. C'est un exercice d'équilibrisme qui est pas, j'imagine, pas évident non plus. Hein. Ouais. Bon, on va pas tous les citer. Il y a Rofuri, tout ça. Peut-être, citons Annapurna. Est-ce qu'on pourrait dire que leur ligne éditoriale, c'est des jeux qui sont artistiques, des expérimentations vidéoludiques ? Est-ce que t'es ok aussi avec ça ? Oui, clairement. Et ils s'en cachent pas, hein, je pense. Hein. C'est vrai qu'on est même dans la lignée de ce que fait Annapurna au cinéma à la base, qu'ils ont un peu décliné dans le jeu vidéo. On peut appeler ça le jeu arty. Certains y verraient quelque chose de péjoratif, mais en tout cas, ils ont une griffe, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que c'est ce qu'on concluait quand on avait parlé d'eux dans un podcast, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même appréciable d'avoir quelqu'un qui sait où il va et qui développe là-dessus, quoi. On n'a pas évoqué ces éditeurs, AA, Microids, Focus, qui, en fait, par leur production value, désolé pour l'anglicisme, mais ce qu'ils vont donner en valeur de production dans leur jeu, en fait, va signer peut-être une ligne éditoriale en disant, on fait ces jeux qui restent en 3D, un peu monde ouvert, avec des licences. Donc, des licences, ça coûte cher. Donc, ça quand même demande une certaine forme d'investissement. En fait, par la thune qu'ils peuvent mettre, en fait, ils ont une ligne édito. Après, c'est vrai que t'as des facteurs limitants, et l'argent, évidemment, au premier rang, qui fait que, quand tu prévois le scope de ton jeu, tu sais que tu as des ambitions qui doivent être encadrées et restreintes, et qui peut créer une sorte d'homogénéité dans une production, même de studios qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. On a fait les constructeurs, on a fait les éditeurs, on passe au studio, et est-ce que là, on n'amalgamerait pas un petit peu studio égale créateur ? Est-ce qu'une ligne éditoriale d'un studio est souvent portée par une personnalité, par quelqu'un qui a du charisme, une figure forte ? On va commencer avec Remedy. Est-ce que Remedy égale Sam Lake ? Est-ce que Remedy et Sam Lake égale TPS narratif ? Qu'est-ce que t'en penses de cette ligne édito ? Alors je me permets juste une take pour commencer. C'est vrai qu'aujourd'hui la tendance c'est de dire non mais un jeu c'est toute une équipe, arrêtez de mettre ce créateur en avant, ce qui est vrai. Il faut pas négliger l'apport de tout un groupe, de tout un pool de développeurs. Mais on peut pas m'enlever de l'idée que Sam Lake, Remedy ou même on va parler de Kojima tout à l'heure, si t'enlèves la vision du créateur à la base, le jeu dans le studio sera pas du tout le même que si t'enlèves quelqu'un qui a un poste un peu différent. Ça veut pas dire que ce mec-là sert à rien et qu'il est pas doué dans ce qu'il fait. Mais j'entends qu'un jeu c'est une équipe et tout, mais une vision créatrice qui est portée par une personne, c'est pas un gros mot de le dire non plus, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord, il y a des voix qui s'élèvent même pour mettre en garde, en disant attention, il faut le culte de la personnalité, faire attention à ces personnalités qui vont être, alors après par leur comportement peut être nuisibles avec des mauvais comportements, ça n'a rien à voir, mais qu'il faudrait peut-être aller à l'inverse, qui est le jeu vidéo soit vraiment une équipe avant tout, qui est, alors pour revenir au cinéma, contre la politique des auteurs, hein, donc qui date quand même un petit peu, et j'y vois un risque, parce que si on compare le jeu vidéo, si on aspire à ce qu'il soit un art, c'est fondamental qu'il soit porté par une vision. Donc il y a des choses à faire, peut-être une chronique à bosser, parce que là c'est quand même un gros sujet, mais je vois ce que tu veux dire, et c'est carrément intéressant. Sam Lake, Remedy, TPS narratif. Bah oui. Je pense qu'ils le démontrent à chaque épisode, chaque nouvelle franchise qu'ils développent. On reste dans le même sillon. Là, moins comme un Smart, on voit qu'il y a eu des petits ratés, des petits retours en arrière. Ouais. Donc on sait que c'est quoi, Quantum Theory qui s'appelait, qui a été peut-être un peu moins réussi, mais TPS narratif, ça marche 2000 quand même. Carrément. Enfin, je veux dire, ligne édito, ils y sont, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Control, qui reprend quand même 90% de la philosophie de Quantum, ça a été un peu leur jeu le plus apprécié. Donc ça montre que des fois, c'est juste des questions d'ajustement, quoi. Ouais. Et là, on revient sur la première chronique, sur Housemarque, le savoir-faire, l'itération.
sur Remedy, on y est à 2000%. Et c'est pour ça que ce sera très intéressant de voir la remake de Max Payne 1 et 2, d'une formule qu'ils ont eux-mêmes contribué à codifier, et de voir comment ils peuvent l'améliorer, la moderniser aujourd'hui, tout en conservant un peu leur... Quand on avait fait un retour sur, je crois qu'on l'avait pas évoqué, pas dans ce niveau de précision, mais voilà, les remakes de Max Payne 1 et 2 seront un même jeu, une unité, ça sera une grande aventure, et moi je suis surexcité. Petit mot, vous savez mon amour pour Remedy, et surtout pour Sam Lake, c'est marrant, et j'aime pas tous les jeux de Remedy, mais je les adore, j'adore Sam Lake, j'adore les suivre, et tu vois, c'est sur ce sujet de la ligne éditoriale que moi, j'aime comment ils développent leur idée, j'aime la façon dont ils incarnent le studio, et ça contribue au fait que je les adore et que je les suis, même si tous les jeux ne m'ont vraiment pas convaincu. Ouais, puis t'as ce côté tout bête, mais d'avoir un visage sur un studio, t'as le côté sympathique. Sam Lake, il a l'air super cool comme mec, après peut-être que c'est pas le cas, mais... C'est le meilleur d'entre nous. Avec ses ganaches et tout, il a l'air cool, quoi. Allez, on passe à l'éléphant dans la pièce, comme on dit, dans le magasin de porcelaine. From Software égale Miyazaki, donc From Software, évidemment, c'est pas égal à Miyazaki, c'est pas lui le fondateur, mais c'est lui qui l'a repris, il en est le président aujourd'hui, il a donné 7 lignes éditoriales, game design, artistique, tout ce que vous voulez, l'incarnation du studio, c'est Miyazaki. Bah là, c'est le bon exemple de dire qu'un seul homme peut changer les choses, c'est-à-dire que le From Software d'avant, c'était une punchline, c'était le studio Jap qui faisait des jeux éclatés, même si King's Quest et compagnie contenaient les germes de ce que seront les Dark Souls et tout, on voit que l'arrivée quand même d'un mec a changé les choses, et le mec il a foutu le studio sur la map, il a fait Elden Ring qui sera le GOTY incontestable a priori. Attends, avant Miyazaki, FromSo c'était From quoi? Faut arrêter, qui connaissait From Software, peut-être de nom? Ouais, donc voilà quoi, il y a un seul homme peut tout changer, comme dirait une affiche de film américain. Exactement, la chronique Housemarque, l'itération, Elden Ring n'est pas peut-être l'une des grandes incarnations de l'amalgame de tout le savoir-faire, de tous les jeux, de tout ce qui a été fait avant en un seul jeu, c'est Elden Ring, en fait, c'est l'histoire. Ce jeu est l'histoire de From Software. Et c'est marrant parce que du coup, on enregistre ce fameux Sur Strike EX sur Elden Ring cet après-midi, alors on parle. Et donc, on a beaucoup de discussions là-dessus, sur FromSo, sur où se place Elden Ring. Et on voit qu'on est un peu comme dans PES, où c'est des jeux de foot, et d'un point de vue extérieur, les gens vont dire mais c'est la même chose. Oui. Et ceux qui jouaient beaucoup à PES comme nous vont dire ah non mais dans PS5 t'avais tel changement, et c'est toujours des changements minimes, mais qui ont un impact considérable quand tu connais et que tu joues beaucoup. Et FromSo a cette ligne édite très marquée, mais entre un Sekiro d'un côté et un Elden Ring de l'autre, on est sur un prisme qui est immense en fait, en termes d'ajustement, de changement et tout. Et c'est passionnant d'avoir dans son propre sillon, de permettre une variété comme ça un peu... qui change pas mal de choses, quoi. Carrément. On passe à Quantic Dream. Quantic Dream, est-ce que c'est Quantic Dream égale David Cage? Est-ce qu'on est sur une ligne éditoriale qui parle de narration cinématographique? Putain, j'arrive pas à parler. Narration cinématographique, mais interactive. Est-ce que là t'es ok avec ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives? Non, il y a un sillon, je crois, avec David. Ouais. Et puis là encore, c'est vrai qu'on a tendance à le tenser pas mal. Moi, j'aime bien ces jeux. Ils sont imparfaits, mais je suis plutôt fan. Mais je trouve qu'on sous-estime l'impact que ça a eu sur l'industrie avec Telltale, avec tous ces jeux narratifs. C'est quand même Quantic, je pense, qui est précurseur là-dessus. C'est vrai que le Walking Dead de Telltale a récolté beaucoup de lauriers. Certainement à raison, parce qu'il était tout simplement peut-être mieux écrit et plus réussi. Mais là, ça, c'est pas le sujet, tu vois. La qualité, limite, n'a rien à voir avec la ligne éditoriale. Tu peux avoir une ligne éditoriale claire et faire mal les choses. Ouais, mais en tout cas, eux, clairement, ils ont leur concept qui décline. Comme Remedy, peut-être qu'il y a eu quelques faux pas avec notamment Beyond Two Souls, qui était peut-être un peu moins apprécié. Mais ce faux pas-là, comme Remedy, a conduit après derrière à une peut-être remise en question qui leur a permis de sortir peut-être leur meilleur jeu, tu vois, avec Detroit Become Human. On a parlé des difficultés, les rachats, suivre l'évolution du marché, c'est compliqué de garder sa ligne édito. Est-ce que là, avec la prise... Alors c'est le rachat total de Tencent? Non, de NetEase. C'est pas encore officiel. Hein. Ouais, oh désolé. Est-ce que ça va pas être compliqué de continuer à garder cette ligne éditoriale? Et surtout avec, c'est l'une des difficultés qu'on n'a pas évoquées, c'est quand un studio va grossir. Ubisoft, on en a parlé, en tant qu'éditeur, et l'un des plus gros éditeurs en termes de masse salariale, en termes de nombre de studios qui sont amoncelés, David Cage aussi, et Quantic Dream grossit. On sait qu'il y a un studio maintenant qui est à Montréal, on sait que ce studio va être en charge du projet Star Wars. Au début, moi je me suis dit, ça sera même pas un jeu narratif, parce que ça va être un studio différent, qui va pas forcément développer la même ligne édito. C'est compliqué ça aussi de grossir, de développer les studios. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, mais alors je me permets une hypothèse parce que j'en sais rien, mais j'ai l'impression que cette volonté de changement ne viendrait pas de Tencent ou d'un quelconque apport extérieur. Je pense que c'était une volonté en interne qui laissait entendre depuis un bail et que peut-être Detroit arrivait au bout d'une formule.
Et je pense que le Star Ouais. Wars de Quantic, c'est eux qui ont envie de changer. Il y a des rumeurs aussi qui seraient sur un jeu mobile, peut-être. Et ça sera intéressant. Moi, je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire de Star Wars. Est-ce qu'ils vont réussir à conserver leur ADN dans une formule comme ça, ou est-ce que ils vont se faire un peu bouffer par la licence? C'est très très intéressant, ouais. Kojima, l'Inedito. Alors, ce qui est compliqué, lui, c'est que il était sous la coupe de Konami. Il a développé sa série Metal Gear Solid. Il a produit d'autres jeux avec son ami Yoji Shinkawa. Là, il est revenu indépendant. Alors, il signe en seconde partie avec Sony, par exemple, sur Death Stranding. Est-ce que malgré ce changement, ce passage à l'indépendance, il a gardé sa ligne éditoriale? Est-ce que Death Stranding est l'enfant de Metal Gear Solid 5? Je pense que oui, la réponse est évidente. On en a la déjà banque sonore parlé moult. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait cette réflexion, c'est que malgré un changement de moteur, de technologie, de société et de salariés, très intéressant la Death Stranding, il sent le Metal Gear dans les animations, dans le comportement du personnage, dans plein de trucs qui montrent que là c'est plus le savoir-faire qui préside que plus des outils technologiques en fait. Et après Kojima, oui, c'est un mec qui a sa patte, une des plus marquées dans le milieu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais qu'on retrouve évidemment dans Death Stranding, quoi. On va rester sur une personnalité qui développe son univers et sa ligne éditoriale à travers en fait le gameplay. Et c'est Fumeto Ueda qui a son gameplay par la soustraction et donc qui va même développer sa ligne édito, ses jeux à travers un même univers. Est-ce que lui, alors pareil, hein, là maintenant il a signé avec Epic. Est-ce qu'il va continuer à faire du Ueda? Est-ce que alors lui il incarne pas, il porte pas un studio. Il est plutôt discret, mais alors j'ai aucun doute qu'on retrouvera sa patte dans ses futurs jeux, parce que là on voit que le sillon il est tellement prégnant que c'est impensable que ce soit autrement, mais on sait que Last Guardian ça a été une tannée, le développement s'est étiré sur des années, donc je suis curieux de voir comment ils vont rebondir derrière, même en termes d'ambition, hein. C'est vrai que avoir Epic qui ouvre le chéquier presque chèque en blanc, est-ce que c'est pas la pire nouvelle pour une équipe comme celle de Fumito Ueda qui aurait peut-être besoin d'un peu plus d'encadrement, je ne sais pas. C'est clair. Un petit mot, Genova Chen aussi, jeu épuré, c'est enfant de Ueda. de Ueda, ouais, clairement. Donc on est un petit peu dans ce même délire. Mais justement, Sky était intéressant, j'en parle, le jeu fétiche de Damien, c'est que il est à la fois c'était une persévérance de la formule, hein, parce que ça reste un journey, un multijoueur, mais qui apportait tout ce volet justement en mobile, communautaire et tout, qui était assez nouveau, qui a suivi le marché, quoi. Mais mon perso, c'est ce qui a fait que j'ai pas accroché autant en fait. Donc pour moi, ils ont un peu perdu de leur identité malgré tout, quoi. Deux noms qui ont développé en fait leur savoir-faire et leur ligne édito sur l'univers, c'est Taro Yoko et Matsuno, qui en fait Matsuno a son univers, son monde, hein, qui s'appelle Ivalice. Taro Yoko, malgré les partenariats, les éditions, en fait va développer son jeu malgré les genres. Il y a Drakengard, il y a les Nier Automata, il y a les jeux mobiles, il y a tout. En fait eux ils développent leur c'est même plus une ligne éditoriale, hein, c'est qu'ils incarnent même pas un studio, c'est qu'ils ont leur univers, ils le développent. Leur jeu, c'est une vue un peu de leur cerveau en fait. Donc quel que soit le projet sur lequel ils sont, tu vois un petit bout de leur univers intérieur. Et c'est ouf parce que tu vois, Taro Yoko, c'est une émergence qui a été fulgurante, même s'il y avait beaucoup de jeux à son actif derrière, mais aujourd'hui il a atteint un niveau de stardom qui est gigantesque, qui est presque démesuré par rapport à son héritage ludique quelque part, tu vois. On va passer à créer un studio qui a plusieurs grands noms. Là, c'est Platinum Games. Comment on fait pour conjuguer avec tant de personnalités, tant de grands noms et réussir à avoir sa ligne éditoriale? Est-ce que Platinum, c'est des jeux d'action? Et en fait, tout ce petit monde fait un petit peu des bons jeux d'action. Clairement, mais je trouve quand même que Platinum, ça reste Kamiya dans l'idée, dans l'esprit. Inaba aussi, mais Inaba qui a toujours été plus à la production. Et c'est un peu des déclinaisons de formules Kamiya, quoi, mais presque un Kamiya un peu là aussi, pas caricatural, mais Kamiya on l'a connu sur du Resident 2, sur du Okami, il est capable d'autre chose aussi. C'est vrai. Et Platinum peut-être c'est un peu enfoncé dans une formule et ils auraient peut-être gagné à se laisser plus de liberté, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, c'est facile de dire on ça. en parle souvent de Platinum, on les aime bien quand même, on les tense mais on les aime bien. Un exemple, Arc System Works, qui eux en fait ont pas de figure de proue. Alors si tu connais, tu sais qu'il y a des grandes leur boss qui est compositeur aussi, voilà, qui est game designer, qui est quand on s'y intéresse évidemment, mais je pense que pour le grand public en tout cas il y a pas encore il y a pas un Kojima derrière Arc System Works. En tout cas eux leur ligne éditoriale en fait c'est intéressant, c'est qu'ils ont la direction artistique, ils ont vraiment leur cel shading, maintenant on les reconnaît presque à ça. Ils ont aussi un genre, c'est-à-dire que leur ligne édito, c'est la baston, et en fait la baston dans tous les styles, c'est-à-dire qu'ils ont la baston purement
pointu. Attention, c'est la saga Guilty Gear, c'est la crème. Et ils ont des tentatives de faire rentrer la baston pour tout le monde dans les foyers avec de la licence, avec DBZ Fighter Z. Pourquoi je dis Z? Fighter Z. Et Grand Blue Fantasy, en fait, qui est pointu, mais qui a une entrée en matière plutôt simple avec des manips raccourcis. Voilà, cette envie de faire de la baston pour tous, c'est aussi une ligne édito. Ouais, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, super, les mecs font des jeux de baston. Donc évidemment, c'est une ligne édito, mais c'est plus compliqué que ça. Et Arc 6, c'est une façon de faire de la baston, hein. Ça reste, même dans leur jeu grand public, tu connais une patte, tu connais une griffe, tu reconnais. Alors moi, je suis pas du tout un expert, donc je pourrais pas développer là-dessus, mais c'est pas de la baston comme Tekken, c'est pas de la baston comme Street, et même dans leur jeu de commande, bah tu retrouves leurs pattes, et si bien qu'il y en a qui peuvent dire, j'aime pas les jeux de baston Arc System, mais j'aime la jeu de baston, tu vois, ça, c'est pas antinomique. Ouais. Un dernier exemple avant de passer au contre-exemple, justement, c'est toujours marrant de voir ceux qui ne rentrent pas dans les clous, c'est Rockstar qui a beaucoup de studios, qui est l'un des plus gros studios, les plus renommés, avec justement des têtes pensantes, mais les têtes pensantes qui sont un petit peu sur le départ, on va dire. Comment on pourrait résumer les jeux Rockstar? En tout cas, dernièrement, est-ce que c'est des jeux qui sont cinématographiques? Est-ce que c'est des jeux qui sont blockbusters? Des quadruple A en termes de budget? Faut savoir que Rockstar, fut un temps, ils faisaient des jeux de voiture, hein, les Midnight Club. Ils faisaient des jeux de ping-pong, ils faisaient plein de trucs, mais presque, ça s'est écrémé avec le temps. La ligne édito Rockstar s'est raffinée par défaut parce que on s'est concentré sur plus Downhauser, en gros, sa ligne à lui que Rockstar. Rockstar, c'est devenu Downhauser et les frères Hauser, donc ça sera intéressant de voir sans lui comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'était des jeux de voiture, des jeux de ping-pong, c'était beaucoup plus varié, hein, la prod de Rockstar il y a quelques années. Aujourd'hui, clairement, ouais. Après, on parle souvent de AAA d'auteur, on est en plein dedans, quoi. Ouais, 2000%. Et c'est pour ça qu'on a choisi Rockstar, justement, dans cette bascule entre les exemples et les contre-exemples. Rockstar qui faisait de tout, qui maintenant s'est recentré. Est-ce qu'on a trouvé des studios, des personnalités qui, justement, ont une ligne édito complexe à décrypter, parce qu'ils font un petit peu de tout. Un exemple intéressant, c'est Clay Entertainment, un studio qu'on apprécie beaucoup, parce qu'en fait, ils touchent à tout. Et en fait, ils touchent à tout. Et à chaque fois qu'ils touchent quelque chose, c'est un peu les Pharrell Williams, hein, c'est qu'ils font tout bien. Ils ont fait Shank, c'est de l'action 2D, ils ont fait Mark of the Ninja, c'est de l'infiltration en 2D, Don't Starve, un jeu d'action-aventure en survie vu de dessus, Invisible Inc, un tactical d'espionnage, Oxygen Not Included, un jeu de gestion en vue de profil, et en fait, j'en saute, hein, et ils ont fait un jeu qui s'appelle Griftlands, c'est un deck builder RPG, ça, c'est Clay Entertainment, et j'ai pas tout cité, et tout ça, en fait, le truc, c'est que tout ça, c'est bien. Eux, c'est des génies, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à un genre, qui vont non seulement s'approprier et peut-être même peaufiner, améliorer, le conduire ailleurs, et à chaque fois ils repartent, alors peut-être pas de zéro, mais ils repartent sur un autre genre, enfin les mecs, alors j'avoue, moi c'est pas forcément des jeux qui m'intéressent en tant que joueur, mais je suis admiratif de leur prod et de leur façon de faire les choses, quoi. On pourrait eux dire que leur ligne édite c'est la qualité, quoi, tout bêtement. C'est beau, mais on pourrait dire ça. Un exemple, alors un autre studio, Playground, qui est le studio qui a créé les Forza Horizon. Alors là, c'est un peu de la projection parce que c'est eux qui sont sur le prochain jeu Fable. Ouais. Et c'est assez étonnant, je trouve. Bah, c'est marrant justement d'aller chercher à ouvrir le prisme d'un studio qui a vraiment masterisé une compétence et lui dire maintenant il faut aller faire autre chose. Alors il y a certaines compétences qui pourront dupliquer d'un projet à l'autre, mais pas tous. Ça peut être une foirade comme ça peut être réussi. Alors c'est un peu on va voir comment ça se passe, quoi. Mais on se rappelle d'Infogrames aussi, hein, qui faisait beaucoup de jeux de voiture, des Veraliers et tout, et qui nous avait sorti un jeu d'action 3D qui s'appelait Kia. Oui. Alors qui était pas parfait parce qu'il avait des défauts, des bugs et tout, mais qui était super innovant, super sympa et tout. Donc c'est cool. C'était français, hein. Ouais. Un autre exemple, Riot. Alors eux, c'est la diversification. Eux aussi, ils sont plutôt dans la qualité, donc à la base avec League of Legends. Ils ont un projet de baston qui s'appelle Project L. Ils ont un shooter qui s'appelle Valorant. Ils ont un RPG, Ruined King. Alors Valorant et Ruined King sont sortis. Project L, c'est pas encore le cas. Ils ont une série télé qui s'appelle Arcane et qui est hautement qualitative. On vous en parle dans le dernier Surstrike. Riot, c'est la qualité et c'est de tout aussi. Voilà, c'est l'inédite Disney, quoi. C'est que t'as un projet qui gère de la thune et tu dis comment je peux imposer ma patte, mon univers en fait, et décliner cet univers sous plein d'aspects différents, quoi. Ouais. Des exemples, hein, il y en aurait moult. On va finir avec un dernier. Team Ninja et pas Ninja Theory, attention, malgré son départ de Itagaki, donc qui était une figure symbolique du studio, le studio il a réussi à rester sur sa ligne édito. Est-ce que c'est des artisans de l'action avant tout, avant même Itagaki? Ouais, ils sont restés sur du Dead or Alive, du Ninja Gaiden et tout. Donc la même ligne édito, mais on voit que la qualité est pas forcément. Voilà. Ouais, donc on se rend compte que quand même l'ère Itagaki montrait des jeux peut-être beaucoup plus réussis que les jeux actuels, même si là ils sont en train de se spécialiser dans le Nioh-like qui décline un peu,
Et qui fonctionnent, pour le coup. Et qui fonctionnent, ouais, donc... On l'a dit, des exemples, il y en a énormément, des studios, des créateurs, des constructeurs, il y a différents prismes et différents niveaux de lecture dans tout ça, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc, et comme une ligne éditoriale, on a tiré un trait au stabilo là pour un petit peu dégrossir tout ça. En conclusion, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des problématiques flagrantes sur les lignes éditoriales, c'est vrai que pour un constructeur et un studio, même c'est dur de tenir sa ligne éditoriale, de tenir son image en suivant le marché, on l'a vu, en faisant des rachats, c'est compliqué aussi, en grossissant, avec sa masse salariale, avec les différents studios, tout ça, tenir le cap, en fait, arrêter de louvoyer, ou en tout cas essayer de ne pas louvoyer, c'est compliqué. Alors, on n'a pas parlé des monstres, des géants, des Tencent, des Embracer, qui sont encore au-dessus, c'est pas des constructeurs, c'est autre chose. Et eux, ils avalent. Est-ce que tu vois NetEase, Embracer, Tencent, est-ce qu'ils ont une ligne éditoriale? On finira là-dessus, c'est compliqué. C'est le pognon, je crois. C'est ça c'est compliqué. Alors, mais c'est qu'ils sont tellement étendus et tellement diversifiés que t'as pas trop de lignes directrices, à part justement... Peut-être Embracer, c'est vrai qu'ils ont cette réputation, en tout cas, de prendre de l'IP, de prendre des studios pas forcément très gros, de les laisser faire ce qu'ils veulent, et en fait, ils vont créer ce qu'on appelle le fond, et en fait, du coup, ils vont générer par le volume. Et ils ont, par exemple, ils laissent une certaine liberté aux studios. Est-ce que tout ça, ça pourrait être comparé à une ligne édito? C'est-à-dire qu'ils rachètent, faites ce que vous voulez. Nous, derrière, en fait, on a une logique économique. Cette logique économique, est-ce que c'est c'est plus une vision de comptable en fait que de créatif, mais Tencent a aussi cette répute de pas venir mettre des bâtons dans les roues des sociétés dans lesquelles ils investissent, donc à voir où ça s'arrêtera. Et est-ce qu'il n'y a pas un endgame aussi derrière, un mode où il y a un moment ils vont resserrer la vis chez tout le monde en disant on vous a laissé peinard pendant 15 ans, maintenant c'est fini quoi. C'est jusqu'à ce que ça marche. Enfin, quand ça marche, ils laisseront, et je pense que le moment où ça va... Tout va bien, tout va bien. Quand tout va bien, je pense que c'est un joli mot de la fin. Voilà pour ce Red Alert. Merci Nico, on a fait Écoute, j'ai tout préparé moi-même, donc ça a été... On a vu Housemarque, on a vu Returnal, on a reparlé de Returnal, on en parlera peut-être même la semaine prochaine. Et tu sais quoi? J'ai fini Elden Ring. Et donc, comme j'ai fini Elden Ring, je vais pouvoir me plonger assez sérieusement dans ce DLC Ascension de Returnal, et peut-être, alors je sais pas du tout une chronique, revenez la semaine prochaine, mais peut-être un retour sur rapide pour vous dire ce DLC, qu'est-ce qu'il vaut, ça sera rapido. Et est-ce que tu as quelque chose pour la semaine prochaine? Aucune idée. Mais si tu as quelque chose la semaine prochaine, moi je pense que je vais vous parler de Chrono Cross. Et comme je vous parle de Chrono Cross, je crois que tu avais prévu le coup. Ouais, j'avais une idée pour surfer un peu dessus sur une chronique sur la fin de l'import en fait, et la fin de tous ces jeux qui étaient inaccessibles. Enfin, nous on a vécu une période du jeu vidéo où le jeu japonais c'était parfois inaccessible, parfois ça mettait 3 ans à arriver chez nous. Il y avait ce fantasme des jeux d'arcade qui étaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et même des légendes qui étaient justement inaccessibles pendant des années comme Chrono Cross, finalement arrivent chez nous aussi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi la fin d'une période, la fin d'une époque. Carrément, donc voilà pour le programme de la semaine prochaine, on va vous parler de Chrono Cross et de la fin de l'import, l'occasion pour nous de remercier Ludo, Damien et Ken. Et ils sont tous là. Ils sont tous là, regardons-les vous, on les regarde et eux, ils ne nous regardent pas. On vous encourage à nous suivre, quel que soit le réseau, que ce soit sur YouTube en vidéo ou sur les plateformes de podcast, on est absolument partout. La petite note, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous follow, ça nous sert bien. On vous embrasse et on vous dit merci et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.